Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième atelier recherche de cette édition des Assises du journalisme. Comme le premier qui a eu lieu ce matin, cet atelier est organisé par le GIS Journalisme, donc un groupement d'intérêt scientifique qui regroupe 6 laboratoires de différentes universités qui travaillent sur les questions de journalisme. Et donc on est évidemment en lien avec l'organisation des Assises qui nous donne, et on la remercie, cet espace pour que on puisse avoir un peu de temps avec des chercheurs pour approfondir, prendre un peu de distance et parfois des pas de côté par rapport à la thématique de l'édition des Assises. Alors, on ne va pas faire un pas de côté, mais on va essayer de prendre du recul pour cet atelier sur la question donc, de l'information en temps de guerre. Alors, évidemment, dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec 3 chercheurs que Simon, donc moi c'est Loïc Ballarini, voilà, et que Simon Gadras va nous présenter tout de suite. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc on a réuni pour cette table ronde trois collègues que je vous présente depuis ma gauche jusqu'au bout de la table là. Donc Maxime Audinet, qui est ici à ma gauche, qui est chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, qui enseigne au département d'études slaves de l'université Paris de Nanterre, dont tu es docteur, et tu es spécialiste du soft power russe, on peut dire pour aller vite, et tu as notamment publié là en 2021 un livre, Russia Today, un média d'influence au service de l'État russe, aux éditions INA, qui est tiré d'une partie de ta thèse de doctorat. Et tu travailles actuellement sur les stratégies communicationnelles de la Russie en Afrique, plus spécifiquement. À ta gauche, Alexander Kondratov, tu es chercheur au sein du laboratoire Communication et Société à l'université Clermont-Auvergne. Tu enseignes à l'IUT de Vichy. Tu es franco-russe, c'est pas tout à fait anodin. Et tes travaux portent, parmi d'autres choses, sur le recours aux outils numériques. Je vais dire ça pour aller vite, notamment les réseaux sociaux, dans le cadre du débat public, du débat politique en Russie. Voilà. Et puis, dernière intervenante, Valentina Dimitrova. Alors avec un Y, et pas un I comme c'est indiqué sur le programme. Donc tu es franco-ukrainienne, enfin tant que c'est encore possible, chercheur au sein de l'équipe de recherche de Lyon en information communication, ELICO, enseignante à l'université Jean Moulin Lyon 3. Tes travaux portent notamment sur la médiatisation des identités politiques, en particulier dans le cadre des événements politiques qui ont marqué l'Ukraine depuis la révolution orange 2004-2005. Voilà, et donc le débat est animé par Loïc Ballarini et moi-même, qui auront eu le plaisir de l'animer et de l'organiser. Et je laisse Loïc, on va faire un jeu de questions-réponses aux 3 intervenants, et je laisse Loïc commencer la discussion. Et évidemment, après ce jeu de questions-réponses, la parole sera également à la salle pour toutes les questions que vous aurez envie de poser à nos invités. On va peut-être commencer par une première question qui nous permettra de poser le décor dont on va parler ce matin, c'est-à-dire les paysages médiatiques en Ukraine et en Russie. On a vu dans le premier débat que 1936 c'était un moment de reconfiguration, l'arrivée de la radio et tout ça. Là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes contextes, mais dans un moment de reconfiguration très fort. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de février en Ukraine et en Russie sur le plan des paysages médiatiques? Qui veut commencer, Valentina ? Donc effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pour revenir sur tous les changements qui concernent le paysage médiatique et qui reconfigurent le paysage médiatique ukrainien depuis l'invasion par la Russie. Moi, j'aimerais mettre peut-être l'accent sur 3 ou 4 éléments qui illustrent les problématiques auxquelles sont confrontés aujourd'hui les médias en Ukraine, puisque la guerre pour l'Ukraine a commencé non pas le 24 février, mais plutôt en mars 2014. En mars 2014, ce qu'on appelait la guerre hybride en Ukraine. Donc, pour les journalistes ukrainiens et pour les médias ukrainiens, donc la situation de guerre et le travail en situation de guerre n'a pas commencé en février. Et donc, les 4 éléments qui peuvent peut-être souligner des choses importantes, c'est d'abord la première reconfiguration du paysage médiatique qui s'opère après les mouvements de la révolution de la dignité de Romaï
Euromaidan, où on a une création des médias indépendants du pouvoir, qui sont déclarés d'ailleurs souvent non pas comme des organisations médiatiques, comme des médias, mais comme des organisations non gouvernementales. Je pense notamment à la chaîne télévision Hromadske TV, qui a connu le succès lors des événements de Euromaidan et qui continue à exister depuis, et qui garde son statut d'un média indépendant. Mais on a aussi des organisations, du coup des médias comme stopfake.org ou Ukraine Crisis Media Center. Ce sont des médias effectivement qui, depuis donc la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée, répondent à la besoin de la société d'informer, et puis qui, à travers des contenus indépendants et de qualité, et qui s'ouvrent aussi à l'international, souvent en proposant des traductions des contenus. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner en premier. Et tout ça, tous ces contenus-là, tous ces médias-là, l'un de leurs objectifs, c'est de répondre aussi en partie à la désinformation, aux fake news qui viennent du côté russe. Donc, cette relation à la Russie qui est à prendre en compte dans la reconfiguration de paysage médiatique. Cette relation à la Russie se traduit aussi dans l'espace des réseaux sociaux. Je vais essayer juste de vous rappeler que les pratiques informationnelles des Ukrainiens aujourd'hui, ce sont des pratiques qui accordent une grande importance à la télévision. Donc c'est la télévision qui est le média le plus consulté, mais aussi les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, dans cette reconfiguration du paysage médiatique, il faut savoir que les réseaux sociaux russes, comme Contact et Odnoklassniki, ont été interdits par le pouvoir ukrainien en 2017 pour 3 ans, et cette interdiction a été prolongée par le président Vladimir Zelensky récemment. Donc ça reconfigure aussi le paysage médiatique, en tout cas la présence des médias sur les réseaux sociaux va aussi donc dépendre de cette présence en ligne, et se construit toujours en opposition effectivement à la Russie en termes d'espace informationnel, non seulement en termes des contenus ou des narratifs. Et troisième point lié aussi à cela, c'est l'usage de la langue ukrainienne. Donc il y a une loi effectivement qui est comme langue d'État, qui a été signée sous la présidence de Petro Poroshenko, donc le président précédent, et qui est rentrée en vigueur juste avant la guerre, le 16 janvier 2022. Cette loi concerne surtout effectivement la presse écrite, mais aussi concerne les médias maintenant en ligne. Et donc ça oblige les médias russophones qui sont présents en Ukraine de publier la version en ukrainien avec le même contenu et en même nombre d'exemplaires. Donc c'est quelque chose qui reconfigure aussi le paysage médiatique et qui illustre, on peut peut-être revenir dans la discussion là-dessus, sur sur l'usage de 2 langues dans l'espace informationnel ukrainien, et qui se révèle très problématique aujourd'hui, puisque l'agresseur parle lui aussi russe et avance l'argument de protéger les populations russophones. Donc la question de la langue n'est pas anodin. Et derniers éléments, peut-être, parce que je pourrais en citer d'autres, c'est vraiment du coup, qui répond surtout à la question de Loïc, c'est la reconfiguration qu'on voit avec la guerre, avec le début de la guerre. C'est la question des formats journalistiques, et du coup la question aussi de l'apparition d'un marathon informationnel qui s'appelle Nouvelle Unie, et qui du coup réunit une chose un peu inédite en Ukraine, mais peut-être aussi dans d'autres pays, qui réunit 4 médias de télévision ukrainienne, privés, publics, et donc voilà, qui propose une seule vision, en fait, une seule interprétation de ce qui se passe en Ukraine. Donc je vais m'arrêter peut-être là, mais du coup ça vous donne quand même quelques repères sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est un seul journal télévisé commun, qui dure 4 heures, qui est diffusé donc par les chaînes médiatiques, par les chaînes de télévision qui sont concernées, mais qui est aussi diffusé sur Internet, et pour lequel travaillent du coup les rédactions de ces 4 médias.
Concernant la situation en Russie post-soviétique, sans aucun doute, il y a plusieurs mutations qui sont en cours, il y a plusieurs reconfigurations, en sachant qu'il y a autant de continuité dans les tendances qu'on observe depuis plusieurs années et autant de ruptures qu'on observe aussi. Juste quelques mots de contexte. Il faut comprendre que les médias russes post-soviétiques, c'est pas comme les médias occidentaux. Parce que la base des médias russes était posée par Vladimir Lénine en 1918. Il a fait son discours sur le rôle de la presse dans le nouveau système étatique. Elle a dit que la presse est un serviteur d'État. Du coup, c'est fini avec l'arrivée de bolcheviks au pouvoir. Donc, c'était fini avec le modèle un peu occidental de la presse écrite du début du XXe siècle. Et c'est ce qu'on observe pendant le XXe siècle. C'est vraiment les journalistes qui sont considérés comme les agents de l'État, comme les acteurs de l'État, et les médias qui étaient pendant la période soviétique, qui étaient financés par l'État. Et donc, c'est au sein de ces médias que l'État soviétique se présentait comme un seul acteur légitime de débat. Donc il n'y a pas d'autres acteurs, ou les autres acteurs, ils ne sont pas visibles, ou ils existent ailleurs. C'est ce qu'on a vu après la chute de l'URSS. C'est une période qui a été baptisée très souvent dans les travaux scientifiques et dans les travaux journalistes. C'est une période de la libération de la parole, en sachant que cette libération qui a duré 3, 4, 5 ans maximum. Ensuite, et à partir des années 1996-97, on a vu le retour de l'État dans toute la sphère médiatique et pendant plusieurs années, l'État qui commence à reprendre de plus en plus le contrôle sur les médias. Ça commence par les chaînes télévisées. C'est ce qu'on a vu aux années 90, surtout avec l'arrivée de Vladimir Poutine aux années 2000. Finalement, actuellement, il n'y a pas une seule chaîne diffusée en Russie qui possède un contenu social et politique qui n'est pas contrôlé par l'État de façon directe ou indirecte. Ensuite, on a vu ça avec la presse écrite. Donc, c'est un mouvement qui était assez lent, mais qui était assez persistant et assez unidirectionnel. Finalement, c'est ce qu'il faut important. Donc, je ne vais pas faire une cours sur les médias post-soviétiques. Ce qui est important, pendant les années 2000 et pendant même des années 2010, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, il n'y avait pas un seul système médiatique, mais il y avait 3 systèmes médiatiques. C'est ce que les chercheurs ont confirmé, c'est ce que moi je partage tout à fait ce point de vue. Il y a 3 systèmes médiatiques en Russie post-soviétique, avec les médias classiques dominants contrôlés par l'État, avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux qui vont contrôlés plutôt par l'opposition ou l'opposition bien présente. Et après, il y a un 3e système qui est un peu entre les deux, mais c'est aussi un système étatique qui est porté par les médias sociaux. Et pour conclure cette partie, c'est ce qu'on a vu avec cette guerre. Oui, chose qui est extrêmement importante, c'est double visage du système médiatique post-soviétique qui finalement représente une force. Du coup, l'État post-soviétique avait une possibilité de basculer sur un côté ou sur l'autre par rapport aux enjeux stratégiques. C'est ce qu'on a vu avec le début de cette guerre. Du coup, c'est le choix qui a été fait, avec la fermeture totale de tout ce qui est médias d'opposition, des médias non étatiques, les journaux, les chaînes, les comptes, les sites d'information. C'est pas juste l'oppression, c'est pas le fait de disqualifier ou stigmatiser, c'est la fermeture, c'est l'accès à ces médias était coupé. Et il y a une liste noire des médias que tu ne peux pas consulter. Ça existe depuis quelques mois. Mais ça veut dire que le choix qui a été fait, et c'est bousculé, c'est un retour vers un modèle soviétique où l'État contrôle tout et c'est l'État, en gros, qui décide qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Et toute dernière chose, après je laisse les paroles, c'est le poids de plus en plus important de fake news. De fake news, c'est le mot que j'aime pas trop. En gros, c'est une actualité qui utilise les différents récits qui sont tout à fait fictifs et qui sont adaptés, qui sont facilement adaptables par rapport aux enjeux stratégiques de l'État qui changent chaque jour. Donc, si on regarde un petit peu les stratégies médiatiques depuis plusieurs semaines, on voit que chaque fois, un discours télévisé qui arrive bien à s'adapter par rapport vraiment aux enjeux d'aujourd'hui de l'État en mobilisant tout un récit qui est fictif ou demi-fictif. Je pense qu'on peut continuer ça dans les autres questions. Merci.
Merci. Moi, je vais un petit peu compléter ce que vient de dire Alexandre en me concentrant sur la période plus récente et en vous disant qu'en fait, la guerre en Ukraine a eu a fait l'effet d'une déflagration, on pourrait dire, même s'il y avait des phénomènes en germe depuis maintenant plusieurs années, et notamment depuis l'affaire Navalny, qui a été un très fort accélérateur de ce processus d'accroissement du contrôle étatique sur l'information en Russie. Mais il se trouve que la guerre elle-même à plusieurs titres a apporté un peu le coup de grâce sur certains phénomènes, et je pense en particulier justement à l'assèchement désormais total du paysage médiatique russe indépendant. Tout ça a commencé en particulier avec la loi du 4 mars 2022 qui a été signée en urgence par la Douma et qui, vous en avez peut-être entendu parler, criminalise en fait la diffusion, je cite, de fausses informations sur l'armée russe, et puis ensuite ça a été étendu à tous les organes du pouvoir étatique. Ce qui a eu une conséquence perverse, puisqu'en fait ça a obligé un certain nombre de rédactions à fermer, puisque alors on a beaucoup parlé du fait qu'on ne pouvait pas utiliser le mot guerre, le mot invasion, qu'il fallait parler d'opérations militaires spéciales, mais au-delà de ça, ça a empêché tout simplement le métier même de journaliste, notamment indépendant, dans ce contexte russe, avec d'abord deux médias emblématiques, la web télé indépendante Docht et puis l'historique radio libérale d'opposition Echo de Moscou. Vous avez eu beaucoup plus récemment Nova Gazeta, bien connue, qu'on pensait relativement protégée à cause du prix Nobel de Muratov, son rédacteur en chef, et qui a cessé justement ses activités pour une raison là encore assez formaliste, puisque visiblement ils ont eu un deuxième avertissement du régulateur russe Roskomnadzor, parce qu'il n'avait pas, je crois, mentionné le fait qu'une organisation, une ONG était agent de l'étranger, donc ils ont eu un deuxième avertissement, et au troisième c'est la fermeture, donc ils ont préféré cesser de travailler. Vous avez eu aussi, parallèlement à ça, et c'est important de le dire, cette fermeture de l'espace médiatique, elle concerne aussi les rédactions des médias internationaux qui étaient présents en Russie. On a vu beaucoup de médias, la BBC, Voice of America, la Deutsche Welle, et puis tout récemment RFI en russe, dont les sites ont été bloqués, soit par la procurature générale, soit par, là encore, Roskomnadzor, et qui cessent du coup d'émettre en russe, notamment envers ces populations, donc envers la population russe. Donc tout cet élément fait que on a aujourd'hui les citoyens russes, pour s'informer correctement sur la guerre, n'ont plus d'autres moyens que de trouver des stratégies de contournement, qui est une habitude très répandue en Union soviétique puis en Russie, mais on ne peut plus s'informer. Donc ça fait partie, je vais en parler, du téléchargement de VPN notamment, qui a explosé en Russie depuis la guerre. Il y a un deuxième point que je voulais mentionner, qui concerne aussi les médias russes internationaux, puisque la guerre a eu un très fort effet sur ces acteurs-là aussi, et c'est un petit peu le cas de mon objet d'étude, qui finalement a disparu au sein de l'Union européenne, puisque vous savez que RT et Sputnik, qui sont les deux principaux représentants de ces médias russes internationaux, ont été suspendus le 2 mars 2022 par un règlement de la Commission européenne. Je précise, parce que c'est important, que ça a été fait au nom de ce qu'on appelle les mesures restrictives, c'est-à-dire les mesures qui visent à sanctionner l'État russe et à affaiblir ses capacités informationnelles. Ça ne s'est pas joué sur le terrain de la liberté d'expression, même si c'est ce que RT essaie de faire jouer aujourd'hui après avoir déposé un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça se traduit aussi du coup par une marginalisation de ces médias au sein des pays occidentaux, puisque la chaîne américaine de RT America est en train de fermer, et donc d'un potentiel redéploiement de ces médias vers de nouveaux marchés informationnels. Et évidemment, celui qui se pose aujourd'hui, c'est l'Afrique, que ce soit l'Afrique anglophone ou francophone, où ces médias cherchent, on voit de plus en plus d'indices apparaître, on pourra en reparler si vous voulez, vers ce genre d'audience. Et juste un dernier petit point, si vous permettez, c'est aussi les conséquences sur l'espace numérique lui-même.
sur les médias sociaux. La guerre renforce un processus déjà à l'œuvre depuis plusieurs années dont on parle, qui est un processus de souverainisation du RUNET ou de l'espace numérique russe et russophone. On voit par exemple que l'organisation Meta a été placée sur la liste des organisations extrémistes en Russie, donc aux côtés d'organisations terroristes ou de la fondation de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny. Donc Facebook a disparu, Instagram n'existe plus, Twitter n'existe plus. Et parallèlement à ça, on voit évidemment des réseaux sociaux russes, je pense à Vkontakte, ou créés par des Russes, par Pavel Durov comme Telegram, qui profitent d'une certaine manière de cette situation et voient leurs audiences augmenter de manière absolument considérable. Juste pour vous donner un chiffre, Telegram est passé de 30 millions d'utilisateurs quotidiens à 45 millions entre la semaine précédant la guerre et les 2 semaines qui ont suivi. Donc voilà les 3 éléments que je voulais aborder pour compléter. Merci. Dans la suite de ces premiers éléments, on voulait vous interroger sur les conditions de travail, la façon dont les journalistes travaillent dans ces 2 contextes que vous venez de présenter. Donc, peut-être Valentina, sur ce contexte de guerre en Ukraine, comment ça change la façon de travailler des journalistes. Puis ensuite, Alexander et Maxime, sur la Russie, dans ce contexte très fermé de paysage médiatique, comment les journalistes indépendants ou ex-journalistes indépendants d'un côté, puis les journalistes dans les médias d'État, comment ils se positionnent dans ce contexte-là. Effectivement, le journalisme de guerre, c'est un métier. Les conditions qui sont extrêmement compliquées pour les journalistes ukrainiens, mais aussi pour les journalistes étrangers qui vont travailler en Ukraine. Les journalistes ukrainiens, ils ont reçu il y a quelques jours le prix Pulitzer, spécial pour courage, etc. Donc le prix qui a été différemment commenté par des différents journalistes ukrainiens, c'était pas unanime. On peut revenir dans la discussion. Je voulais souligner 2 choses. D'une part, ces conditions difficiles de travail de journalistes, et on a effectivement beaucoup de journalistes qui sont déjà malheureusement victimes de ce conflit et qui ont été tués dans le conflit ou blessés dans le conflit, et la liste s'allonge malheureusement toutes les semaines. Et d'autre part, on a une difficulté d'exercer le métier du journaliste en Ukraine liée à la reconfiguration de l'espace médiatique et en temps de guerre. En temps de guerre, effectivement, ce qui se passe aussi dans d'autres conflits, on le voit très bien qu'il y a la pression du pouvoir sur les journalistes sous une forme ou sous une autre. Donc en Ukraine, ce ne sera pas la censure et l'interdiction comme c'est le cas de la Russie, mais néanmoins, on voit et on perçoit des difficultés des journalistes d'exercer d'une manière indépendante qui peuvent venir d'une part qui vient du pouvoir parce qu'on a aussi des lois et des législations qui sont apparues dès le premier jour de la guerre et qui cadrent la façon d'exercer le métier de journaliste, qui donnent des interdictions de filmer certains objets, qui pose aussi le cas de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire par rapport à l'avancée de l'armée, par rapport à des tirs et des frappes, même sur des objets civils. Donc on a une législation qui encadre beaucoup ce travail-là. D'autre part, on a aussi le message de ne pas nuire à l'armée et de ne pas nuire à la position de l'Ukraine dans cette guerre. Et donc effectivement, il est plus délicat d'aborder les questions concernant l'opposition qui peut exister en Ukraine. Et cette unité nationale qui se forme, et elle s'est formée dès le début de l'invasion dans tous les sujets, dans tous les domaines. La société ukrainienne s'est organisée et a montré, comme elle le montre depuis 2014, un élan de solidarité sur des différents sujets, y compris sur le traitement de l'information, ce qui peut être vu comme une chose positive. Le journal télévisé unique que j'ai déjà cité, Les Nouvelles Unies, par exemple, pose aussi la question justement de l'indépendance éditoriale, de qu'est-ce que les journalistes peuvent dire ou ne pas dire, sous prétexte de défendre l'unité
sécurité nationale et de donner des informations vérifiées. Donc on a voilà, cela, et surtout que dans ce contexte de guerre, on a vu aussi des choses moins agréables à constater. L'espace médiatique ukrainien a toujours été varié, on a eu toujours beaucoup de médias de différentes sortes qui travaillaient, voilà, qui dépendaient des oligarques par exemple. Donc aujourd'hui, effectivement, le pouvoir des oligarques sur les médias est peut-être moins visible, mais en revanche, on voit le lien avec le pouvoir en place. Et par exemple, les 3 chaînes d'information ukrainiennes, Espresso TV, la 5e chaîne de télévision et la chaîne Priamei, se sont vues exclues de la diffusion numérique. Donc on peut les consulter uniquement sur le web pour des raisons, sur la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense depuis le 4 avril, elles n'ont pas été prévenues de cette mesure-là. Et donc effectivement, ça pose aussi la question de comment se reconfigure cet espace médiatique ukrainien et comment, quels médias en Ukraine on aura à l'issue de cette guerre, même si on ne sait pas quand est-ce que la guerre se terminera. Par rapport aux journalistes post-soviétiques, pour comprendre qu'est-ce que c'est le journaliste post-soviétique, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre la sphère médiatique en Russie, mais qui était toujours comme ça en fait, et la sphère politique par exemple, la sphère financière. Donc ce sont les sphères qui sont interdépendantes et qui se sont interposées, et la sphère médiatique elle est beaucoup dépendante par rapport à ces 2 sphères. De ce fait, il y a une double identité de journaliste, c'est ce que je commençais à évoquer pour la première question. Il y a un journaliste dans le sens un peu occidental, c'est quelqu'un qui est là pour organiser le débat, pour couvrir les faits, et qui est là pour le bien public, qui traite les questions d'intérêt public. Et d'autre part, il y a un autre type d'identité, c'est l'identité de quelqu'un qui est agent de l'État, qui est serviteur de l'État, et pour lui, la vérité, c'est quelque chose qui est secondaire, parce qu'on peut bricoler un petit peu la vérité si il faut ça pour l'intérêt de l'État. Donc il y a 2 modèles. Ça veut dire que depuis des années, juste après la chute de l'URSS, il y avait plusieurs pratiques de violence qui étaient développées par rapport à ces différents types de journalistes. Et les journalistes, ces 2 modèles de journalistes qui sont bien insérés dans les relations de pouvoir. Donc, ce n'est pas question juste la dépendance financière, mais c'est le fait qu'ils sont bien inclus dans cette circulation de pouvoir. Par exemple, pour les journalistes d'opposition qui plutôt partagent le modèle occidental, il y a plusieurs types de violences, plusieurs types d'oppression qui peuvent être effectuées jusqu'à la mort, parce qu'il y a plusieurs journalistes qui ont été tués. Mais après, il y a des pratiques qui sont beaucoup plus soft. Il ne faut pas non plus exagérer en disant que énormément de journalistes qui étaient tués, et les pratiques qui étaient plus douces, plus soft, mais qui aussi efficaces. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec cette guerre, qu'il y a beaucoup plus de diversification de ces pratiques de violence et pression sur ces journalistes. Par exemple, je fais référence à une législation récente russe qui interdit la diffusion de fake news sur opérations militaires. Mais qu'est-ce que c'est une fake news? Maintenant, tu peux qualifier n'importe quelle publication comme fake news une fois ça ne répond pas à la logique étatique. Tandis que, par exemple, les journalistes pro-étatiques qui travaillent pour l'État, il y a plusieurs choses qui sont tolérées. Ce sont les journalistes, par exemple, les gens qui travaillent pour la première chaîne, ils sont assez riches parce qu'ils ont la possibilité de monter leur business à côté. Il y a plusieurs investigations sur ces gens, sur Vladimir Solovyov, qui est très connu. C'est quelqu'un c'est une personnalité qui est extrêmement riche. Mais par contre, il y a des moments quand ces gens ils sont mobilisés comme les soldats pour être envoyés à la guerre. Pour finir, j'ai un exemple. J'ai des anciens collègues, parce que je travaillais 7 ans dans la presse écrite russe, et j'ai des anciens collègues qui, une fois, ils sont passés à la télévision, à la chaîne NTV. C'était au moment de la guerre en Tchétchénie. Ils étaient envoyés à la guerre pour couvrir les faits. Et je posais cette question, pourquoi est-ce que c'était par convention? Non, ils ont dit, parce que si tu veux faire une carrière à l'intérieur de la chaîne, si tu veux être promu, tu dois accepter d'être envoyé à la guerre avec le risque d'être tué, mais c'est ton devoir. Parce que sinon, c'est
quelque chose à respecter si tu veux devenir, par exemple, une chef de la rédaction. Et d'après ce que je connais, ce sont les pratiques qui persistent toujours au sein des rédactions des médias pro-étatiques. Oui, là encore, je vais un peu compléter. Donc oui, on a parlé du travail des journalistes indépendants qui est rendu, sinon extrêmement difficile, voire impossible. Beaucoup d'ailleurs ont quitté le pays, on l'a vu, et ouvrent des rédactions à l'extérieur. C'est le cas par exemple à Riga, notamment, qui devient un peu un lieu central d'ouverture de médias d'anciennes rédactions, disons, qui quittent le pays, comme c'est le cas pour Meduza ou Nova Gazeta. Moi, je vais peut-être vous parler un peu plus du coup des médias d'État sur lesquels j'ai travaillé. Chez RT, par exemple, la guerre a eu des effets assez intéressants. Et si on parle de RT France, qui nous concerne plus directement, depuis la suspension de la chaîne au sein de l'Union européenne et donc en France, ça a été très intéressant d'observer au moment où la guerre a commencé une forme de tension, de tiraillement extrêmement fort qui avait déjà été observé d'ailleurs dans d'autres chaînes du réseau au moment de l'annexion de la Crimée, entre finalement deux injonctions très contradictoires qui vont être d'une part la nécessité pour ces journalistes de répondre à la mission qui leur est confiée par l'État actionnaire russe, c'est-à-dire finalement servir un certain discours, servir une... Il y a un petit retour qui est pas... Je vais peut-être prendre l'autre... Ouais. Merci. On n'a pas le technicien. Je vais... Désolé, hein. Je vais parler peut-être un peu plus loin. Ça va comme ça, là ? Donc oui, je disais donc d'une part ce premier tiraillement, donc répondre à l'exigence de l'État actionnaire, et en même temps en France se soumettre aussi à la régulation de l'Arcom, du régulateur français, qui impose évidemment un certain nombre de règles déontologiques. Et on a bien vu ce phénomène se déployer au tout début quand il s'est agi pour les équipes de RT de couvrir la guerre elle-même, où en fait les journalistes eux-mêmes ont eu tendance à déléguer le rôle de servir ce discours de justification des positions russes aux invités, aux intervenants, une forme de sous-traitance presque de ce message-là, quand eux restaient extrêmement prudents, avec quelques petites exceptions. On parlait effectivement d'opérations militaires spéciales. Il y a eu un moment assez intéressant où un des présentateurs du JT a parlé, c'était le deuxième jour, a dit... alors s'agissant de l'invasion, et immédiatement il se reprend pour dire non, de l'intervention de la Russie en Ukraine. Donc on imagine très bien en fait le genre de tiraillement qui peuvent exister dans la construction même de l'information, et ça je crois que ça a été très présent, et depuis vous avez beaucoup de journalistes qui ont quitté, qui ont démissionné. Le cas le plus emblématique, c'est évidemment Frédéric Tadei juste avant la guerre. Plus récemment, vous avez eu Régis Le Sommier, qui a eu un portrait dans Libé d'ailleurs, je crois, il y a 2 jours, qui a quitté la chaîne après l'avoir rejointe comme reporter. Donc ça, c'est pour RT. Et puis après, je crois que c'est important aussi de parler des médias d'État intérieurs, parce qu'il y a eu, vous vous souvenez, au début de la guerre, un phénomène intéressant où on a pu envisager une forme de fissuration du consensus au sein des médias d'État, avec le cas notamment de... alors j'ai oublié, c'est Marina Avsianikova, non ? Ouais, Marina Avsianikova, et la fameuse pancarte qu'elle a projetée au JT de Rassia Hadin ou de Pierre Canal, je ne sais plus. Bon, finalement, aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'on est dans un moment un petit peu différent, avec une forme au sein des médias d'État, et notamment dans les grandes émissions, les principaux talk-shows, une forme de surenchère quotidienne de ces différentes figures propagandistes ou des médias d'État pour démontrer en fait leur loyauté, tout simplement. C'est le cas de manière très frappante avec Vladimir Soloviov, qui d'ailleurs a été Poutine en a parlé lui-même, aurait été victime d'une tentative d'attentat par un groupe néo-nazi
Donc bon, ça tombe à point nommé évidemment. L'attentat aurait été déjoué par le FSB. Il y aurait eu d'autres journalistes, et notamment Margarita Simanian, qui est la rédactrice en chef aussi de RT, et qui elle aussi depuis le début de l'invasion, on la connaissait très bien pour ses saillies, ses déclarations extrêmement provocatrices. Mais c'est vrai que depuis la guerre, on sent aussi une surenchère verbale très forte. Pour démontrer cette loyauté, pour soutenir le pouvoir et pour tout simplement démontrer le fait que ces médias d'État sont finalement au service de l'État. Elle-même l'a dit dans une déclaration en février 2021, donc c'était il y a un petit moment, mais que j'avais mis au début de mon bouquin en épigraphe, où elle dit « Nous travaillons pour l'État, nous servons notre patrie », comme le fait par exemple l'armée. Donc elle assume même de faire de ce genre de médias quasiment une arme dans une guerre de l'information. Voilà. Là, vous nous avez bien montré comment, alors, les pressions qu'il peut y avoir, et puis comment elles sont aussi intégrées dans le travail quotidien des journalistes, notamment avec les exemples que tu viens de donner, Maxime. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin en vous demandant justement comment est-ce que les médias, comment est-ce que le pouvoir politique utilise directement les médias? Alors on s'en doute évidemment pour la Russie, mais la question se pose aussi pour l'Ukraine, évidemment, puisque on a parlé un petit peu partout de la guerre de l'information, de l'utilisation des réseaux sociaux. Comment est-ce que le pouvoir politique de chaque côté utilise les médias, qu'ils soient les traditionnels ou les médias numériques? Je pense que pour le cas ukrainien, si on commence à traiter cette question, il faut tout d'abord penser au président d'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui utilise beaucoup les médias et les réseaux sociaux comme plateforme pour s'adresser à des différentes cibles, les cibles internes et les cibles externes, à la population ukrainienne, mais aussi aux dirigeants du monde entier, mais aussi à la population russe, mais aussi à Vladimir Poutine pour l'interpeller à travers ces différentes vidéos. Donc effectivement, le pouvoir ukrainien, à ces titres-là, essaye de mettre en place quelque chose qui n'existait pas en Ukraine jusque-là, les mécanismes du soft power, c'est-à-dire des sujets de la diplomatie publique qui sont étudiés par Maxime. Donc pour effectivement parler de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, au-delà de ses frontières, sensibiliser à la cause ukrainienne, et puis donc imposer ou proposer en tout cas les cadrages, les cadres d'interprétation ukrainiens de cette guerre. D'autre part, effectivement, on retrouve... il est très compliqué de travailler en tant que chercheur sur ces objets, puisque ce sont des objets en mouvement, c'est un sujet qui est très chaud, et on peut collecter des matériaux, mais pour les analyser et prendre suffisamment de distance pour revenir à cette question, mais c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les médias ukrainiens, on retrouve une proximité au niveau des contenus, en fait, des messages, d'angles d'attaque dans le traitement des sujets liés à la guerre, aussi bien dans des chaînes privées que dans des chaînes publiques. Et donc, ce sont des contenus, ce sont des angles d'attaque, le vocabulaire aussi, qui se retrouvent ensuite dans les messages des autorités, que ce soit dans les discours du président ou que ce soit dans le discours de ses représentants. Donc bon, on peut interpréter ça comme une certaine pénétration de la sphère politique dans la sphère médiatique qui n'était pas jusque-là très propre à l'Ukraine. On avait plutôt le pouvoir des oligarchies sur les entreprises médiatiques qu'ils maintenaient, qu'ils possédaient. Donc là, on retrouve une certaine reconfiguration dans le sens où on se forme. Les médias deviennent une plateforme en fait de parole du pouvoir. Je ne sais pas si ça peut être autrement dans un pays qui est en guerre et qui doit effectivement mettre tous les efforts dans un effort commun pour se défendre, pour se protéger sur son territoire. Mais en tout cas, c'est un constat.
On peut aussi interpréter ça comme quelque chose effectivement qui vient d'horizontalité qui est propre à la culture politique ukrainienne, à la différence du vertical du pouvoir russe. En Ukraine, les médias se sont toujours servis de ce qui existait, ce qui circulait dans les réseaux sociaux numériques. Et donc on peut aussi se dire et on sait très bien que les journalistes ukrainiens aujourd'hui ne sont pas tous sur le terrain, il ne faut pas l'imaginer. Il y en a beaucoup qui passent leur journée sur les réseaux sociaux en train de repérer ce que postent les différents les citoyens, mais aussi l'armée, etc. Et donc on peut aussi interpréter cette ressemblance frappante entre les messages médiatiques et les messages politiques par le fait que les deux s'inspirent des mêmes sources, vont chercher dans les mêmes sources qui sont les sources des réseaux sociaux. Donc voilà, en termes de cette horizontalité. Je vais peut-être m'arrêter là et puis peut-être poursuivre. Par rapport à l'usage des médias post-soviétiques par les pouvoirs, il y a sans aucun doute, il y a plusieurs usages. Bon, l'usage qui est le plus évident, c'est de donner sa vision, le pouvoir par le biais des médias qui montrent sa vision du monde, comment le monde est construit. Donc si on veut comprendre comment le monde est construit selon le pouvoir russe, il faut aller voir la télé russe. Mais il y a d'autres types d'usages stratégiques des médias qui sont un peu particuliers. Par exemple, la construction de spectacles de pouvoir. Parce que le pouvoir en Russie, c'est en premier lieu, c'est un énorme spectacle, c'est un grand rituel avec ses règles derrière. Il y a quelques événements sur l'année qui sont construits comme spectacle. Je pense par exemple à la célébration de la Pâque orthodoxe. Sans aucun doute, c'est chaque 9 mai, c'est la fête de victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a d'autres événements comme par exemple la conférence annuelle du président Vladimir Poutine. Donc il y a plusieurs règles qui sont strictement respectées pour montrer ce spectacle de pouvoir. Et par ce biais, il y a le fait de créer des liens avec les spectateurs et pour créer une espèce d'adhésion par rapport à ce spectacle de pouvoir. Parce que pendant un moment assez important, la vie politique elle est quasiment disparue en Russie post-soviétique et ça a été remplacé par les formes de participation médiatique. Le fait que je regarde le spectacle de pouvoir, ça montre mon adhésion par rapport au pouvoir russe. Si je ne regarde pas, parce que en fait, c'est le fait de regarder ou ne pas regarder qui a créé un clivage dans la société, parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui arrêtaient de regarder la télé en 2005, en 2007, 2010, 2014. Ils ne regardent plus. C'est leur forme de participation politique, ne pas regarder la télévision russe. Et dernière chose, c'est montrer un petit peu hiérarchie. C'est aussi un rôle des médias, montrer une hiérarchie de pouvoir. Parce que si on prend n'importe quel sondage qui était réalisé, plusieurs dans la société post-soviétique à partir des années 1990, et c'est une question qui est posée régulièrement par les instituts de sondage, à quelle institution vous faites la confiance? Les citoyens russes, ils sont demandés à quelle institution en Russie ils font confiance. À votre avis, c'est quoi? C'est le président Vladimir Poutine. C'est pas le président tout court, c'est pas le leader, c'est Vladimir Poutine. Après, c'est l'Église et c'est l'armée. Et c'est tout. Donc, ça veut dire que les autres institutions, il y en a plein. Et les médias aussi, les gens, ils ne font pas confiance. Ça veut dire qu'il faut faire vivre ces institutions dans les émissions médiatiques. Et aussi, il y a un très grand travail des médias, c'est la construction de cette figure symbolique de Vladimir Poutine qui évolue beaucoup à partir de l'année 2000 et jusqu'à 2020. Et dernière chose, les médias c'est ce que je vois aussi comme mutation aujourd'hui. Il y a quelques jours, je regardais défilé militaire à la première chaîne qui était consacrée au 9 mai cette année. Et tout le monde attendait un grand défilé militaire avec des avions. Il y avait plein de rumeurs, mais finalement c'était assez modeste. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait un régiment immortel. Régiment des immortels, c'est quand les gens
Ukrainiens, ils viennent avec les photos de membres de leur famille qui participaient dans la Deuxième Guerre mondiale. Et cette année, ça réunit 1 million de personnes à Moscou. Pourquoi? Parce que c'est un moment de montrer l'adhésion par rapport aux politiques de pouvoir et les médias qui montrent aussi cette adhésion. Et en même temps, quand je regarde ça, je montre aussi cette adhésion. Il y a plusieurs, double jeu des adhésions politiques par le fait de participer dans les émissions et par le fait de regarder ces émissions. Alors, sinon, ça serait plus simple. Donc sur l'utilisation des médias, c'est tout le sujet de mon livre, donc je ne vais pas vous refaire 250 pages mais c'est vrai que ce qu'on peut dire juste brièvement pour ces médias internationaux, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas avoir ce sont des médias qui ont une ligne qui est en temps normal, je dirais, extrêmement souple, élastique, avec une très forte variété idéologique même. Mais ce qui est intéressant dans un moment comme la guerre, ou plus largement comme dans le cadre d'événements qui ont une importance stratégique pour l'État russe, on voit un processus justement de rigidification de cette production éditoriale, avec d'un seul coup un alignement plus ou moins fort sur... sur le langage officiel. Donc ça, c'est très clair et j'ai essayé de j'essaie de le démontrer par notamment l'analyse de contenu, l'analyse lexicométrique. Je vous montrerai quelques exemples peut-être tout à l'heure. Un autre élément qui me paraît extrêmement intéressant depuis la guerre, c'est la manière dont la pratique du fact-checking et de la vérification des faits, qui est une pratique qui s'est extrêmement développée dans les pays occidentaux depuis la période 2015-2016, avec l'ouverture de cellules de fact-checking dans de très nombreux médias. Eh bien, on voit en Russie, de la part de l'État, une forme de détournement de cette pratique de fact-checking, pour la transformer finalement presque de temps en temps comme un moyen de désinformer par le fact-checking, ce qui est complètement paradoxal. Mais il y a eu un exemple que vous avez peut-être vu, ce site qui s'appelle War on Fakes, qui est un site multilingue, qui semble-t-il serait lié au ministère des Affaires étrangères. En tout cas, le ministère et en particulier sa porte-parole Maria Zakharova le promeut quasiment tous les jours sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux, et qui sert précisément à aller débunker, en fait, c'est un faux debunking, mais débunker la couverture des événements en Ukraine par les grands médias occidentaux. Je crois qu'en ce moment, je regardais hier, il y a un gros bandeau qui vous dit, le fact-checking de Boutcha, où ils expliquent par différents moyens que tout ça est une mise en scène, etc. Enfin, ce qu'on a bien vu ailleurs. Et puis, je voulais juste mentionner un dernier aspect qui me paraît assez fondamental aussi. C'est pas l'État directement, mais en fait, on parle de pratiques officieuses, on pourrait même dire quasiment para-étatiques, qui sont en fait ces acteurs non officiels qui participent en fait à la légitimation des actions de la Russie sur différents théâtres. Moi, je l'ai beaucoup étudié sur l'Afrique, mais on voit que le même type d'acteurs sont très actifs s'agissant de la guerre en Ukraine. C'est tout ce qu'on appelle par exemple la galaxie Prigogine, c'est-à-dire l'ensemble des médias, des comptes sur les réseaux sociaux, etc., qui gravitent autour de cet homme d'affaires, Yevgeny Prigogine, qui est le sponsor notamment entre autres du groupe Wagner. Et on voit bien par exemple qu'un de ses médias phares, puisqu'il possède une holding médiatique qui s'appelle Patriot, et le principal média de cette holding qui s'appelle Riafan, est extrêmement actif dès que le groupe Wagner, mais aussi l'armée russe intervient sur un théâtre. Toute cette machine médiatique qui lui appartient se met en action pour venir produire des contenus qui vont à la fois légitimer le rôle des acteurs russes et en particulier des mercenaires de Wagner, mais aussi, qui sont présents d'ailleurs en Ukraine, mais aussi évidemment dénigrer très fortement les acteurs en particulier occidentaux qui viendraient contredire ou contre-attaquer dans ce domaine-là. Et je crois, juste pour vous donner un exemple intéressant aussi de cette forme d'externalisation et de sous-traitance par ces acteurs, de délégation finalement de ce message de légitimation des actions russes à des acteurs locaux. Moi, j'ai beaucoup étudié une radio en Centrafrique, ça peut paraître très lointain, qui s'appelle Lengo Songo, qui est une radio qui a été financée par le réseau Prigogine via une entreprise d'extraction minière. Et on voit sur ce site des contenus sur l'Ukraine,
absolument ahurissants, donc qui sont proposés aux auditeurs centrafricains et qui vous disent par exemple que l'invasion de l'Ukraine est une invention, une mise en scène, et qu'en fait c'est la Russie elle-même qui est agressée par les pays occidentaux. On a vu par exemple un site sous fausse bannière apparaître récemment aussi au Mali, où vous savez la Russie est très présente. Je ne veux pas citer le nom parce que c'est encore très difficile d'attribuer, mais on voit, ce qui est quand même assez curieux, au moins la moitié des contenus qui sortent sur ce site sont consacrés à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, à notamment le dénigrement très fort du président Zelensky, de l'armée ukrainienne, et tout ça participe évidemment à cet effort d'influence auprès des audiences non occidentales, puisqu'il y a aussi un enjeu fondamental de ce point de vue. On l'a bien vu à l'ONU, mais je vais pas m'étaler, je m'arrête là. Merci. Alors, on a bien dépassé la moitié du temps imparti à notre atelier, donc je vous propose de chambouler un tout petit peu notre programme. On avait prévu d'autres questions, mais ce serait bien d'ouvrir la discussion avec la salle. Donc s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je vous passe le micro. Merci. Vartan Hovsepian, Public Télévision de l'Arménie. Alexandre, vous dites qu'il y a une hiérarchie, Poutine, l'armée et l'Église. Poutine, l'Église et l'armée. Quel est le rôle de l'Église dans la propagande et dans les nouvelles? Bon, il y a une Poutine, après l'Église et l'armée, c'est un peu équivalent. Je mets l'Église, mais après je peux... il faut comprendre que l'Église et l'armée, ils ont un petit peu la même autorité. La chose qui est impressionnante, c'est qu'après c'est vide. Donc entre Poutine et l'Église armée, il n'y a rien, et après l'Église armée, il n'y a rien. Le rôle de l'Église, je ne suis pas spécialiste dans la communication religieuse. Il y a des gens qui ont travaillé vraiment sur le rôle de l'Église orthodoxe dans la construction de la politique médiatique en Russie post-soviétique. L'Église qui joue un double rôle, et quand il faut légitimiser les actions de l'État, il est là. Je pense que le patriarche qui s'est exprimé plusieurs fois en faveur de certaines décisions politiques, mais en même temps, il cherche à garder une certaine distance parce qu'ils n'ont pas besoin de ce soutien médiatique et politique, parce que c'est une institution qui est assez forte. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je pose une question assez précise, où j'aimerais bien un PowerPoint, mais je ne sais pas si vous le ferez. Je vais la semaine prochaine à Madagascar animer un colloque sur la désinformation, et notamment sur la désinformation en temps de guerre. Et je suis frappé dans la préparation de ce colloque par le soft power russe, qui est déjà assez présent à Madagascar, et qui ne cesse de dire un certain nombre de choses. Et notamment, j'aimerais que vous me répondiez dans un PowerPoint avec quatre diapos. Non, mais je voudrais 4 arguments. C'est bête, je bute dessus depuis un moment. C'est comment casser le parallélisme entre l'interdiction de RT en Europe et l'interdiction de RFI au Mali ou ailleurs, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on me renvoie depuis. J'espère que tu vas expliquer ça, et comment ça se fait, etc., quoi. Voilà. Okay, donc si vous pouviez, parallélisme RT, RFI, ce serait bien. Maxime a publié un papier sur le sujet dans la revue. Ouais. Alors oui, si ça vous intéresse, oui, j'ai publié un papier, c'était il y a quelques temps déjà, dans la revue des médias. L'idée, c'était de montrer comment... Alors c'était France 24 et RT, pourquoi justement ce sont des médias différents. Et moi, parce que évidemment... je commence par parler des points communs, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de points communs qui sont notamment liés au fait que ce sont des médias, ça fonctionne, oui, des médias financés sur fonds publics. Ce sont des médias aussi qui ont été mis en place historiquement dans une démarche qui visait précisément à ce qu'on appelle la diplomatie publique, c'est-à-dire essayer de cibler des audiences à l'étranger pour finalement... proposer un message pour communiquer avec ces audiences, notamment partant du fait que peut-être la voix du pays concerné n'était pas suffisamment représentée. Après, moi, du coup, je suis allé regarder les contenus eux-mêmes pour aller voir quelle est justement la différence, et comment, dans la question de la ligne éditoriale et de la question de l'indépendance ou de la dépendance éditoriale, cette dimension-là se matérialise. Alors, je pourrais donner plusieurs exemples, parce que
par exemple, moi j'ai essayé de travailler aussi sur les figures qui sont aux manettes chez RFI, chez France 24, chez RT, etc. Et quels sont leurs liens avec le pouvoir, l'État. Il y a évidemment des différences fondamentales, et sans rentrer dans le détail, par exemple, Margarita Simanian, elle est là depuis le début, depuis 2005. C'est même plus une figure loyale, c'est une figure du régime lui-même. Elle participe, en fait, elle fait partie de cette frange médiatique du régime russe, ce qui n'est pas le cas, je pense à Marie-Christine Saragosse pour France Média Monde. On ne peut pas dire que ça soit tellement... Enfin, après, j'ai surtout travaillé sur RT. Donc, si on rentre maintenant dans les contenus, ce qui me paraît peut-être plus intéressant, et notamment sur l'Afrique, pour vous donner un exemple précis, moi je m'étais intéressé, parce que j'ai été confronté exactement aux mêmes questions que vous, quelle est la différence entre RFI, RT, Sputnik, France 24, avec un discours qui est très utilisé par les acteurs russes eux-mêmes, qu'on appelle un discours whataboutiste, vous savez, donc c'est-à-dire l'idée c'est que plutôt que de répondre sur le fond quand on va vous dire vous êtes un instrument de propagande au service du Kremlin, ils vont répondre systématiquement, mais en quoi on fait un travail différent de France 24 qui est la voix de l'Élysée, ou que la BBC qui sert le discours du gouvernement britannique, avec chaque fois des exemples assez précis d'ailleurs qui sont souvent les mêmes en fait qui ressortent. Donc moi j'ai regardé, justement je me suis intéressé aux événements qui représentent un intérêt stratégique pour l'État actionnaire, puisque c'est dans ce type de couverture d'événements qu'on peut éventuellement déceler, qui peuvent être des révélateurs de cette indépendance ou dépendance éditoriale naturellement, parce que c'est là qu'on va voir comment les journalistes vont agir. Et j'ai comparé la couverture par RFI de l'affaire de Bounty. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire de Bounty, c'est une histoire au Mali avec une frappe de l'armée française sur un village qui... aurait visiblement n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité, comme on dit, en faisant des victimes civiles collatérales, alors que l'armée française a défendu et défend toujours depuis l'idée qu'il n'y a eu aucune bavure et que ce principe a été respecté. Et de l'autre côté, j'ai comparé la manière dont RT et Sputnik couvraient la présence russe en Centrafrique, et notamment l'expansion du groupe Wagner, qui là encore est important pour... Bon, on aurait pu prendre l'Ukraine, évidemment, mais là, je voulais rester sur un théâtre africain. Vous regardez d'un côté RFI et France 24, s'agissant de Bounty, on a très clairement dans des dizaines de contenus qui ont été produits, qui vont mettre en avant les deux dimensions, parce que l'ONU a pondu un rapport aussi en disant qu'il y avait eu une bavure. Donc tous ces éléments sont rapportés, il y a eu des enquêtes, les gens sont allés sur place, etc. Donc il y a eu vraiment un gros travail sans prise de parti évident. Je veux dire, il suffit d'aller voir pour le constater, où ces deux dimensions sont mises en avant. En revanche, si vous regardez la couverture du groupe Wagner sur RT Sputnik, alors jusqu'à un temps récent, c'était complètement passé sous silence. Donc il n'y a pas un contenu sur cette dimension-là. On va parler uniquement des instructeurs russes, éventuellement. C'est-à-dire que seules les facettes les plus avantageuses, les plus admissibles de cette présence russe sont mises en avant sur RT et Sputnik. Là où, je suis désolé, je suis un peu long, là où, et puis depuis, en fait, donc par exemple, le terme de mercenaire n'est jamais utilisé, les facettes les plus, évidemment, les exactions commises par le groupe Wagner ne sont pas documentées, contrairement par exemple à ce qu'a fait un travail de RFI en Centrafrique sur les exactions du groupe Wagner, qui date d'ailleurs d'un petit moment. On en a beaucoup moins parlé qu'on en parle maintenant pour le Mali, et vous avez eu immédiatement une contre-offensive des médias liés à Prigogine, justement, pour dire que RFI est une radio de propagande néocoloniale, etc. Donc c'est pour vous donner un exemple, on aurait pu en choisir d'autres, mais je pense qu'il faut aller regarder la construction de l'information elle-même sur des événements aux marges, en fait, ou en tout cas qui représentent un intérêt pour l'État actionnaire, précisément. Et on voit très clairement des différences. Après, vous pouvez le décliner sur les sujets que vous voulez, mais il faut juste aller voir et on trouve des choses. Moi, juste un complément qui... pas sur les contenus, mais vraiment sur la différence plutôt liée au contexte sociopolitique, puisque l'interdiction qui frappe Russia Today concerne un pays qui a violé les principes du droit international, et donc, effectivement qui tombe sur les sanctions internationales. Et RT tombe sur les sanctions internationales puisque son actionnaire principal, c'est le Kremlin. Donc ça peut être aussi un élément de réponse. Du coup, ce n'est pas du tout comparable par rapport à RFI. Le seul problème étant que les autorités de transition maliennes avancent mais bon, c'est toujours le discours qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux où ça a été
ça a été très, très mis en avant, cette mise en équivalence. Ouais. Mais c'est pas tout à fait le même contexte. Ça va ? Moi, j'avais une question concernant votre intervention, Maxime. Vous parlez donc d'alignement des médias, disons, sur le discours officiel, dont vous dites qu'il est sensible dans le lexique, etc. Et vous parlez aussi de sous-traitance qui serait opérée par ce que vous appelez la galaxie Prégogine. Moi, ma question, c'est que, en fait, de manière intuitive, il semble peu probable que ça joue de manière décentralisée par rapport au régime. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible d'identifier, en fait, un espèce de bureau de la propagande, un espèce de ministère de la vérité, pour citer 1984, voilà, qui n'existerait pas en tant que tel, mais qui serait bien réel. En fait, c'est... Intuitivement, moi je penserais qu'il y aurait un bureau, un office, et que ce serait tout simplement extrêmement vertical. Mais ce que vous dites, c'est que ce serait plutôt au contraire décentralisé, horizontal et plus fluide que ça. Donc je voulais savoir si vous arrivez à identifier ce groupe ou cet organe. Je sais pas si on peut montrer rapidement un petit peu les visuels que je voulais vous montrer. C'était juste pour illustrer un petit peu. Alors ça serait après du coup, parce que moi je me suis intéressé, en fait à la lexicométrie justement des contenus télévisuel produit par RT et où on voit comment là donc en fait je compare RT avec d'autres grands médias internationaux donc la Deutsche Welle, CNN, la BBC et Al Jazeera. Là vous avez la notion d'annexion de la Crimée. RT est en rose, là on voit pas très bien, mais on voit bien que depuis 2017 jusqu'à la guerre, c'est une notion qui naturellement est beaucoup moins employée sur RT que sur d'autres médias. Je ne sais pas si Loïc, tu peux montrer d'autres. Voilà encore. Là, vous avez par exemple la notion d'invasion de l'Ukraine ou d'invasion russe. On observe un petit peu le même phénomène. Un petit peu plus loin, parce que voilà. Et là, par exemple, j'avais pris la notion nationaliste où on a le même phénomène sur le mot nazi ou néo-nazi. Donc ça, c'était vraiment depuis le début de l'invasion. Et on voit très bien que là, pour le coup, s'agissant du mot nationaliste ou nationaliste au pluriel, vous voyez que ce sont des notions qui sont beaucoup plus prononcées à l'antenne de RT que d'autres médias. Alors on pourrait le faire sur d'autres médias évidemment, mais ça, juste déjà, ça témoigne précisément de cette reprise d'un certain nombre d'éléments de langage et de récits qui sont déployés d'abord par les autorités politiques, par l'État lui-même. Et s'agissant de la question, qui est une question fondamentale de la verticalité ou l'horizontalité, là encore, ça dépend vraiment des acteurs. On sait par exemple, s'agissant des médias d'État, et ça vaut pour Russia Today, qu'il y a des liens très forts avec l'administration présidentielle, qui est la principale institution du Kremlin, si vous voulez, et notamment d'un certain nombre de figures, dont je parle d'ailleurs dans le bouquin, qui est par exemple Alexei Gromov, qui est le premier directeur adjoint de l'administration présidentielle en charge des médias depuis maintenant, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années, enfin ça fait quand même très longtemps. Et lui-même est connu pour, et d'ailleurs Margarita Simonel l'a admis lui-même, pour avoir des liens. Il y avait même à un moment donné des réunions hebdomadaires au sein de l'administration présidentielle pour parler des sujets dont on allait parler. Il y a un mot en russe qui s'appelle Viertushka. Viertushka, c'est la ligne téléphonique qui relie les rédactions des médias d'État à l'administration présidentielle. Donc on a des communications très fortes et il y a eu beaucoup de travaux sur ces éléments. Et s'agissant maintenant de l'externalisation, oui, ça je crois que c'est extrêmement important, même s'il y a beaucoup de verticalité, il y a aussi une forme d'horizontalité. Il ne faut pas voir cet espace médiatique russe dans son ensemble comme quelque chose d'extrêmement rigide. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des acteurs qui sont loyaux, ça c'est très important, mais s'agissant de Prigogine, on voit qu'il y a une forme d'horizontalité d'une certaine manière, dans la mesure où mes collègues Kevin Limonier et Marlène Larel ont travaillé sur cette notion d'entrepreneur d'influence. L'idée c'est de montrer aussi que ce sont des acteurs qui à la fois accompagnent la parole étatique et l'agenda officiel, mais aussi d'un autre côté ont leur propre agenda opportuniste qui sert leurs propres intérêts, parce que ce sont des acteurs qui ont aussi des intérêts en interne, qui veulent monter dans la hiérarchie des élites, qui veulent faire fructifier leur propre capital financier, politique, symbolique sur la scène politique russe intérieure, et qui donc déploient des stratégies propres qui parfois ne sont pas nécessairement alignées
sur celle de l'État. On peut avoir même parfois des points de contradiction. Ça s'est passé en Syrie, notamment avec le groupe Wagner, quand on a eu des dizaines de mercenaires de Wagner qui ont été tués par une frappe américaine. Visiblement, le ministère de la Défense russe était au courant, mais n'a rien fait pour l'empêcher. Donc on peut voir qu'il y a aussi des contradictions, même si 98% du temps, il y a évidemment des intérêts communs sur ces points. Mais je crois qu'il faut aussi... voilà. Et ça permet tout simplement, en décentralisant et en externalisant, de mieux cibler aussi les audiences qu'on voit très bien en Afrique, en fait, des fermatrolles. Il y a eu l'histoire d'une fermatrolle au Ghana, par exemple. Il y en a eu en Centrafrique. Il y en a très probablement en ce moment au Mali, vu la masse de contenu de désinformation qu'on voit depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali. Donc ce genre de phénomènes décentralisés permettent aussi de mieux cibler les audiences, et une centralisation trop forte ne le permettrait pas. Ça, c'est assez clair. Bonjour, j'ai aussi une question sur cette thématique. On a vu que l'information était utilisée comme une arme et avec des dégâts bien réels. Et je me demandais si vous envisagiez que les cadres du journalisme soient circonscrits, réfléchis d'une certaine manière à ne pas légitimer la production de contenu au nom de la liberté de la presse, mais qui soit en fait autre chose. Est-ce qu'on arrive à penser ça? Est-ce qu'on a plus d'outils pour pouvoir porter cette réflexion? Et peut-être une autre question, c'est est-ce que cette question n'a pas vocation aussi à être tout le temps en retard? J'ai cru comprendre que l'OTAN avait ouvert un 6e domaine, une recherche à ce sujet. Est-ce qu'on n'est pas voué à un échec permanent sur ces questions? Très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Parce que je me demande est-ce qu'il y a une réponse. En Russie, je connais le contexte russe un petit peu. Pour répondre à cette question, il faut comprendre quelles sont les instances en Russie qui peuvent, par exemple, organiser le débat professionnel autour de questions de déontologie. Mais en Russie, il n'y a pas. Ces institutions, ces acteurs qui étaient exclus pendant des années de débats publics, et finalement on est arrivé à la situation quand il y a un seul point de vue qui est là, parce qu'il n'y a pas d'autres instances associatives professionnelles qui peuvent construire un contre-pouvoir et finalement interroger ce modèle d'un journaliste qui est militant, engagé, serviteur de l'État. Il n'y a pas. On peut voir sur les réseaux sociaux. Après, il y a bien sûr qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas les débats professionnels. Et ces critiques sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas prises en compte, bien sûr. Ils ne sont pas visibles au sein de l'espace public. C'est ça une grande difficulté et c'est ça une grande... c'est une grande difficulté des réseaux sociaux. On peut écrire plusieurs choses sur les réseaux sociaux, mais après, il faut se poser cette question. À partir de quel moment tout ce que j'écris sur les réseaux sociaux peut créer une action, mais il n'y a pas d'action derrière. Et deuxième élément, pour répondre à cette question, il faut aussi comprendre que sans acceptation du public de ces médias, ce modèle, il ne va jamais marcher. Les gens, ils l'acceptent. C'est ce que, par exemple, je vois. Les fake news, tout ce qui est fake news, tout ce qui est réalité bricolée, tout ce qui est narration un peu fictif, ça marche très bien, par exemple, en Russie, parce que ça correspond un petit peu aux stéréotypes et aux visions du monde qui sont ancrées dans les sociétés russes post-soviétiques. Mais sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas imposer quelque chose qui n'est pas accepté. Et troisième élément, c'est ce que je voulais évoquer dans la première partie. Il faut aussi comprendre que les médias post-soviétiques, ce sont les institutions qui sont assez efficaces.
il faut dépasser un petit peu ce discours pour moi que c'est ce qu'on voit. On voit la renaissance du modèle soviétique avec une langue de bois, avec les journalistes dans les cravates, qui n'arrivent pas à construire un discours avec le discours qui est très pauvre. Non, mais pas du tout. Pendant des années de la présence des médias occidentaux en Russie, les journalistes russes et les médias russes, ils ont bien récupéré les modèles et les grammaires de la production médiatique. C'est ce qu'ils utilisent maintenant avec beaucoup de succès pour cette communication politique et propagandiste. Maintenant, les médias occidentaux, parce que c'est fini, ils n'ont plus besoin. Du coup, ils sont partis de la Russie parce que déjà, ils ont apporté les modèles qu'ils utilisent beaucoup. Et c'est un modèle de la communication politique et propagandiste qui fonctionne comme marketing politique. Je reviens à cette question sur le ministère de la vérité. Pourquoi il n'y a pas de ministère comme ça? Il n'y a pas de centre où les décisions sont prises et après ces décisions sont envoyées. C'est pas logique de réseau. Vladimir Poutine, il pose les cadres. Oui, ces régulations, mais en fait, pour moi, le rôle de Roskomnadzor, c'est de chasser un petit peu l'opposition. Mais les cadres qui sont posés par Vladimir Poutine, il est assez large. Mais le cadre de Vladimir Poutine, il ne cesse pas à répéter depuis plusieurs années. Après, à l'intérieur de ce cadre, on peut faire plusieurs choses. Et Roskomnadzor, il est là pour chasser les acteurs qui ne rentrent pas dans le cadre. C'est une espèce de police médiatique. Mais à l'intérieur, on est complètement libre. On peut monter une agence de communication sur les réseaux sociaux. On peut lever les fonds. Je peux embaucher 1000 personnes, parce que 1000 personnes qui travaillent à Moscou et Saint-Pétersbourg pour créer des faux contenus sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les entreprises privées. Je peux faire tout ce que je veux avec. Une fois, je ne dépasse pas la ligne droite qui est imposée un petit peu par Vladimir Poutine. Oui. Enfin, ça renvoie, juste pour compléter Alexandre, ça renvoie à une notion sur la circulation de l'information qui est brouillage informationnel. C'est un peu la stratégie de Vladimir Poutine aujourd'hui, et depuis 2014. C'est-à-dire qu'on a un cadre, mais à l'intérieur de ces cadres, plus on a en fait des variantes des discours, tant mieux. Ça crée un sentiment justement de pluralité des opinions, alors qu'on est au sein du brouillage informationnel qui met les citoyens dans une position très inconfortable parce qu'on ne sait plus qui croire et à qui faire confiance. Et donc dans tout cela, la voix officielle arrive comme un sauvetage parce que c'est enfin quelque chose à quoi on peut faire confiance. Donc je pense que c'est peut-être un complément de réponse par rapport à cela. J'ai remis une question. C'est bon. Si je peux juste compléter, parce que je pense que derrière votre question, il y a peut-être aussi l'idée, est-ce que les acteurs, parce qu'il y a une différence fondamentale, on l'a bien compris, entre des États autoritaires et des démocraties libérales dans ce domaine de production et de guerre de l'information. Est-ce que, si je comprends bien votre question, c'est est-ce qu'on doit, par exemple en France, assumer de participer en fait à ce genre de phénomène de guerre de l'information? Est-ce qu'on doit produire une information qui assumerait et accepterait cette logique compétitive, concurrentielle, dans un espace médiatique international qui serait effectivement conflictuel, en fait, si je comprends bien. Alors, parce que moi, il y avait quelque chose qui m'avait assez frappé il y a quelques mois, c'était quand Vanessa Burgraff, qui est la rédac chef de France 24, avait assumé que France 24 que France 24 participait à une guerre de l'information. Je crois que c'est la première fois que j'avais entendu quelque chose de pareil en France, et parce que pour le coup c'est quelque chose qui est totalement assumé en Russie. Enfin, je veux dire que on a des dizaines de citations qui vont dans ce sens-là. Je pense que je vais pas répondre ici à cette question. En revanche, ce qu'on peut, et d'ailleurs je pense que d'après les discussions que j'ai pu avoir avec des journalistes chez RFI ou France 24, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Je me souviens même qu'il y avait une histoire sur RFI quand Édouard Philippe avait demandé à ce que RFI agisse comme un acteur de diplomatie, un agent de diplomatie d'influence. Il y avait une levée de bouclier immédiate des syndicats de RFI pour dire que c'était pas du tout le rôle. Et j'avoue que je rejoins complètement
complètement, parce que c'est pas du tout, c'est la différence probablement entre un média international de service public et un média d'État d'influence. Ça répond peut-être aussi à votre question de tout à l'heure, d'ailleurs, c'est pas du tout le même type de pratique, même si peut-être que dans la... et s'agissant de l'usage de la désinformation elle-même, alors là on va encore plus loin parce que la question se pose peut-être pas forcément pour les acteurs médiatiques mais pour des acteurs officiels, notamment en Afrique. Est-ce qu'on doit d'une certaine manière reprendre les armes de l'ennemi et nous mettre nous-mêmes à manipuler l'opinion? Moi je suis là encore partisan de surtout pas céder à ce genre de barrière éthique, parce que sinon c'est la dilution absolue des différences entre justement un écosystème, un système médiatique pluraliste avec tous les défauts qu'il peut avoir et un État autoritaire, unanimiste, qui cultive le mensonge, qui systématise même le mensonge dans sa production médiatique. Et je pense qu'il ne faut pas céder à ce genre de choses, notamment parce qu'après comment est-ce qu'on peut parler de... Comment est-ce qu'on peut assumer et revendiquer et légitimer la question de la crédibilité des médias si certains se mettent à désinformer, notamment des médias. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas céder à ces barrières. Mais voilà. Pardon. Je vais patienter quelques secondes pour ma question, parce que là, pour le coup, l'échange est savoureux au sens où c'était une question qui part d'une intention de recherche, mais à l'origine de cette question, il y a une personne bien placée pour parler de certains médias. J'en parle sans problème, vu que je suis salariée par France Média Monde. Mais ma question derrière, c'était la question de est-ce qu'on est capable de dire ce qui est une production journalistique ou pas, et est-ce qu'on est capable de le clarifier, et est-ce que c'est une responsabilité des journalistes ? On a aujourd'hui une difficulté, peut-être avec cette guerre-là, aussi bien qu'on soit journaliste ou chercheur, c'est justement de pouvoir qualifier les contenus qu'on a. Parce qu'on a un temps, c'est une guerre qui est extrêmement documentée presque en temps réel, par des cartes, par des schémas, par des données, par des différents acteurs, que ce soit les acteurs en Ukraine, que ce soit les acteurs à l'extérieur. Et donc, on a... par exemple, Open Intelligence qui documente aussi ce qui se passe en Ukraine. Donc, on a des différentes sources d'informations. On a les contenus qui sont produits par des citoyens, qui filment, qui postent. Face à toute cette quantité d'informations, comment démêler le vrai du faux, justement, comment détecter quelles sont les informations crédibles, fiables. Donc, il y a tout, je pense que d'une part, du côté des journalistes, il y a tout le travail de vérification qui est classique, en fait, avec le recoupage de sources, avec la question des témoins, avec la question aussi, même si le témoignage, ça se fabrique également. Donc voilà, il y a toute cette question de croisement de sources qui est peut-être classique et qui est à faire. Mais on a quand même des instruments. On a des instruments et on a vu dans cette guerre, du côté ukrainien, un grand effort aussi de déconstruire le discours de la propagande russe. C'est-à-dire que dans l'un des formats et l'un des types de contenu qui domine dans les médias ukrainiens aujourd'hui, dès le début de l'invasion, c'est de qu'est-ce que les Russes disent de la guerre et en quoi c'est faux, en quoi ce n'est pas vrai. Et donc, du coup, il y a toute la question de la déconstruction comment on peut l'avoir, cette vérification aussi par les cellules de fact-checking en France ou à l'étranger. Mais il y a tout ce travail aussi qui est fait en Ukraine. Et du côté russe, on a la même chose. C'est-à-dire que... et donc, on a au final, quand on observe tout ça et compare, il est effectivement très compliqué parce que les méthodes... on ne revient pas toujours sur les méthodes, mais en apparence, quand on vous présente le contenu comme fake, avec le truc rouge, fake, et donc on revient, on argumente. Donc il est très compliqué de détecter, de démêler le vrai du faux, et c'est le problème de cette guerre, de toutes les guerres, mais c'est le problème aussi du citoyen qui lit en russe et en ukrainien, par exemple. Donc, les citoyens russes n'iront pas lire ce qui se dit en Ukraine, mais les Ukrainiens, ils peuvent aussi être russophones, donc ils peuvent aussi être confrontés à des différents types de contenus, des différentes sources, puisqu'aucun média, à part les contacts classiques, n'est bloqué en Ukraine. Donc, les Ukrainiens, ils ont accès à une pluralité d'informations, et s'ils parlent anglais, et c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui en Ukraine, donc c'est encore...
voilà, c'est encore plus difficile peut-être pour démêler, mais c'est aussi, ça crée, je pense que c'est aussi la force, parce que ça permet effectivement de relativiser les récits, que ce soit la propagande russe, que ce soit les efforts de propagande ukrainienne, pour les efforts de la guerre. Donc voilà, je pense que ça crée quand même une diversité de sources d'informations où il est important de se repérer. En vous écoutant et en croisant avec les travaux que l'on fait avec plusieurs collègues justement sur les fausses informations, je me disais une chose, et vous avez beaucoup insisté là-dessus, c'est que c'est une forme de construction, mais davantage par le récit. En l'occurrence, et tout à l'heure Alexander vous soulignez, c'est les moyens que le pouvoir a, c'est soit de fermer le robinet, clairement, soit à un moment ou à un autre d'imprimer du discours, du langage, des mots, et moins de l'image. Et ce à quoi ça me faisait penser, y compris en le mettant en parallèle avec l'atelier précédent, si on a une perspective historique, c'est que ces méthodes-là, c'est davantage celles, y compris, on les connaît nous en France, comme celles de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire être sur des discours. Ce qu'on sait ensuite qui se produit, c'est que c'est davantage sur les images, y compris dans la Seconde Guerre mondiale, que ça se jouait. Et vous avez en tête, et pour le coup là c'est aussi un hasard du calendrier, sur la Deuxième Guerre mondiale elle-même, avant même la capitulation de l'Allemagne, quelques jours avant, le photographe de l'agence TASS qui va construire son image au moment où deux soldats russes sont en train de prendre le Parlement, Reichstag, de reconstruire le drapeau lui-même. Bref, il y a toute cette dimension iconographique qui est précieuse. On parle moins ces jours-ci, et j'aurais besoin du coup de votre explication, ou est-ce que c'est nous, du côté français, peut-être que ça nous parvient moins, de la dimension de ces images-là. Les seules choses que j'ai pu lire moi ces dernières semaines, c'est, y compris, alors pas du côté médiatique d'ailleurs, d'une cellule que vous avez tous peut-être intérêt à connaître qui s'appelle EU, donc European Union, versus Disinformation, donc ils font aussi d'une certaine mesure de la démystification, du debunking ou du fact-checking, de photographie parfois retravaillée, mais pas tant que ça, sur des zones de combat, et du côté russe, de ne pas mettre en avant, quand il y a une avancée ou une progression ukrainienne, le fait que parfois le drapeau ukrainien a été planté. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas tellement de déformation, d'après en tout cas ce que j'ai pu lire, c'est qu'on est dans une situation bien différente de celle de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait peu de photos, et donc du coup quand il y en a on les fabrique. Ici il y a une multitude de photos, il suffit de choisir celles sur lesquelles n'apparaît pas le drapeau ukrainien par exemple, ou vice versa de l'autre côté. Est-ce que, parce que vous avez concentré là essentiellement sur les discours ou les langages, il y a soit du côté de la recherche, soit du côté évidemment du média lui-même et des préoccupations journalistiques, des choses qui sont sur l'image, ou alors est-ce qu'elles sont juste portions congrues, réduites par rapport à ce que sont les manipulations de discours? Mes excuses pour la question longue. Enfin, je ne sais pas si, bon, peut-être, enfin, le discours pour moi englobe le discours textuel, mais aussi, enfin, le discours visuel. Enfin, on peut aussi considérer l'image comme partie du discours. La circulation des images, il y en a beaucoup d'images. Et il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'image. Ce sont souvent les mêmes images qui sont reprises aussi bien par les médias ukrainiens et par les médias russes, mais avec des différents commentaires, avec les différentes interprétations. Parce que l'image, en fait, elle est polysémique. L'image en soi ne dit rien, donc on peut lui faire dire tout ce que vous voulez. Mais en revanche, l'image apporte une valeur de preuve documentaire parce que ça s'est passé comme ça. Donc, si on reprend Barthes, donc effectivement, donc l'image, ça fonctionne comme une preuve documentaire et utilisée, s'inscrit dans le récit de la guerre d'un côté ou de l'autre. On peut prendre les images du bombardement de l'hôpital de Mariupol qui ont circulé partout et qui ont été justement commentées de différentes manières. On peut prendre les images de Boutcha, qui continuent à créer des polémiques et alimenter des polémiques. Donc l'image, elle est au centre de ce conflit, au contraire. Et même si on a beaucoup d'images, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a quand même des motifs iconographiques qui sont privilégiés parce que ce n'est pas toutes les images qui connaissent un destin et qui connaissent la visibilité dans les médias et la reprise par les médias, y compris les médias occidentaux. Il y a des motifs qui nous touchent davantage et il y a des différents motifs, il faut classer ces images-là, mais il y a des motifs qui feront qu'on le regardera davantage que d'autres.
moi, ce qui m'a frappé dans les observations des images, c'est la différence entre qu'on peut faire que fait un chercheur en info comme François Jost entre les images de violence et les images violentes. Et donc dans cette guerre-là, on a eu toute une discussion en fait qui portait justement sur la question des vraies et des fausses images entre la Russie et l'Ukraine, sur les images de Boutcha par exemple. C'est que du côté de la propagande russe, ce sont des images qui illustrent la violence, mais qui ne montrent pas comment ça s'est passé. Donc, ce qui manque, ce qu'il faudrait, selon la propagande russe, c'est de montrer comment ça s'est passé. Parce que voir un bras, voir les corps, même si ce sont des images qui choquent, ce ne sont pas des images qui prouveraient quelque chose. Donc ce qui va à l'encontre de toute la déontologie, parce qu'on sait très bien il y a des choses qu'on peut montrer ou qu'on ne peut pas montrer. Mais donc voilà, donc il y a tout un, en fait, pour construire le récit de la guerre, et donc du coup ça alimente en fait le récit sur le fait que ça ne s'est pas passé, que c'est une mise en scène, que c'est faux, que ça n'a pas eu lieu, que ce sont des figurants, parce que justement, on ne voit que le résultat des actions et on ne voit pas la manière dont cela s'est passé. Donc on peut dire, l'image, je pense qu'elle est au cœur du conflit, et je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui se passent autour de l'image qu'autour de discours, même si le discours il est très violent, il est particulièrement violent, et pour répondre peut-être à votre question sur comment, comment faire en fait avec ces discours-là? Est-ce qu'on les reprend? Est-ce qu'on ne les reprend pas? Le langage de la violence dans les médias, il est là en fait. Et du côté ukrainien, cette question se pose, parce que est-ce qu'il faut nommer les agresseurs russes? Vous savez qu'on a inventé dans le langage ukrainien les termes les orques et les elfes non mais c'est repris aussi dans les médias et dans les discours politiques, cette métaphore-là, parce qu'effectivement on a du mal à croire que l'Ukraine est agressée par un voisin dont elle est proche historiquement. Je vais m'arrêter là. Oui, juste quelques mots pour compléter la réponse de Valentina. Au niveau des images, la première chose, j'ai vu, il y a quelques jours, je regardais la chronique documentaire de la Deuxième Guerre mondiale, les documentaires propagandistes, et j'étais frappé qu'on voit, c'est ce que moi, personnellement, je vois par rapport à cette guerre, c'est un peu la même chose. C'est toujours les canons qui tirent, il y a toujours des victimes. En fait, c'est les images qui sont, c'est les figures qui sont reprises pour chaque guerre un peu. Et c'est ce que les autres chercheurs confirment, Patrick Charodeau, qui nous disent que dans le traitement médiatique de la guerre, c'est un traitement qui est très schématique. Il y a toujours les mêmes stéréotypes qui vont ressortir. Valentina elle a évoqué une chose et je partage tout à fait, qu'il y a plusieurs images qui une fois étaient diffusées de côté russe, l'autre fois elles étaient diffusées côté ukrainien, chaque fois avec les différentes mises en contexte et qui donnent le sens qui est complètement différent. C'est ce que j'ai vu par exemple un char brûlé dans les chaînes Telegram russes, ils disent que c'est un char ukrainien, dans les chaînes ukrainiennes ils disent que c'est un char russe. Une fois on ne peut pas identifier, il n'y a pas d'identification, on peut mettre n'importe quel contexte. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est ce que je vois comme différence. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'usage massif des caméras GoPro que les combattants utilisent, et surtout les soldats de bataillon de Tchétchènes de Ramzan Kadyrov qui battent. En même temps, ils prennent les vidéos et ils les partagent. Après, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils, sur Telegram, il y a une chaîne officielle de Ramzan Kadyrov où il partage lui-même, il partage les petites vidéos qui étaient prises par ces soldats. Donc il y a cet effet d'immersion. On est dedans et on observe cette guerre non par les yeux de photographes officiels et professionnels, non professionnels, mais aussi par les yeux de combattants. On voit des gens qui tirent et c'est quelque chose qui assure qui transmet les émotions et qui assure encore une fois ce côté spectaculaire de la guerre, et on ne peut pas être neutre. Parce que c'est une question qu'on a eue pendant la table ronde à Lyon 3. Est-ce qu'en tant que journaliste, est-ce qu'en tant que chercheur, en tant que citoyen, au moment de la guerre, on peut être neutre ou on est obligé de prendre des positions? Et donc, ce sont les images qui finalement nous poussent, utilisent plusieurs techniques qui nous poussent à cette prise de position. Donc, je prends la position pour ou je prends la position contre. Ouais,
C'est l'orange. Pour peut-être faire une petite synthèse de ces deux aspects, je pense qu'on a un élément, je trouve, qui témoigne d'une jonction entre la partie iconographique et la partie discursive, qui est très nette, qui est l'utilisation massive de mèmes sur les réseaux. Je veux dire, c'est impressionnant la quantité et les Ukrainiens excellent d'ailleurs dans ce domaine. Juste vous donner deux exemples, parce que je crois qu'ils témoignent aussi de la mise en image précisément de récits très profonds qui sont avancés de part et d'autre. Côté russe, par exemple, la manière dont vous savez, la lettre Z, qui est un des symboles de l'invasion, qui est associée au ruban de Saint-Georges, qui est le symbole un symbole patriotique très fort en Russie, parce qu'il renvoie à la victoire contre le nazisme de 1945. Et on voit bien que l'utilisation du discours historique dans la légitimation du conflit contemporain, c'est un élément central du récit russe. On rejoue 1945, on rejoue la victoire contre les nazis. Donc il y a une transposition, et on l'a bien vu d'ailleurs pendant la parade, une transposition de la Deuxième Guerre, la Grande Guerre patriotique dans le paysage contemporain. Et l'autre, c'est l'image qui essaie au contraire d'imposer le pouvoir ukrainien du David contre Goliath, qui a été déployé de multiples manières. Je pense notamment à tous ces mèmes avec un tracteur ukrainien qui traîne un char, un tank russe, voire le Moskva, qui extrait le Moskva de l'eau, enfin tout ce genre d'éléments qui sont une manière de mêler ces deux dimensions que vous évoquiez. Ouais. Pas besoin d'être truqué, il suffit de leur donner un sens. Ouais, c'est ça. Truqué ou pas, les mêmes, ce sont des créations. Ce sont des créations, et je pense que ce sont des créations qui sont intéressantes. Au tracteur, ça renvoie aussi à il y a tout le récit sur l'identité ukrainienne qui se reconstruit à travers les mêmes aujourd'hui. Si du côté russe, on a la reprise de la Seconde Guerre mondiale, du côté ukrainien, ça s'inscrit très bien dans le narratif historique de l'Ukraine qui lutte toujours pour son indépendance contre les ennemis pour exister. Et donc je pense que c'est le discours existentiel avec le tracteur qui fait partie de la culture paysanne, effectivement, et puis l'agression tombe au printemps, et donc ça touche beaucoup les paysans ukrainiens. Mais plus globalement, les mêmes, ça renvoie aussi, ça fait partie, comme tu l'avais dit, qui illustre la place de l'image dans cette guerre. Et ce sont des images fabriquées, truquées, reprises, modifiées. Il y a toute une créativité propre au web qui se transmet à travers ces images. Et je pense que c'est une illustration aussi de l'appropriation de cette guerre par les individus à travers les réseaux sociaux numériques. Pas uniquement par le pouvoir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos invités. Et donc c'est la fin de cet atelier. Si vous voulez continuer à creuser le sujet, il y a encore 2 débats cet après-midi qui parleront soit de guerre et de propagande, soit de la guerre en Ukraine vue de l'Afrique. Et puis il y a encore une soirée ce soir où des journalistes qui couvrent l'Ukraine seront là également pour en parler. Voilà, très bonne journée, très bon appétit à tout le monde. Et merci Jérémy pour la régisson.